17h42, le 12 mars 1944, Stalag Luft 3, en Allemagne. Le lieutenant Antoine Dubois, pilote américain de B-17, était allongé sur une table d'opération sommaire. Il tremblait de peur, pas de la douleur, pas de l'opération, mais de la question lancinante qui le hantait. Le médecin allemand allait-il le laisser mourir? Il avait entendu les propagandes sur les médecins ennemis, ces histoires de négligence, de brutalité, alors que le docteur Émile Lambert, chirurgien militaire allemand, lui prenait la main et murmurait en anglais « Je vais vous sauver, mon ami. Vous êtes maintenant mon patient, pas mon ennemi. » Antoine éclata en sanglots. À cet instant, il comprit quelque chose de fondamental sur l'humanité. La Convention de Genève n'était pas qu'un simple bout de papier. La médecine militaire allemande suivait un serment, plus ancien que la guerre, et ce serment lui sauverait la vie. Le lieutenant Antoine Dubois avait 23 ans. Originaire d'une petite ville de Haute-Savoie, Annecy. Il avait une fiancée qui l'attendait, Élise. Ils avaient prévu de se marier après la guerre. Son bombardier B-17 avait été abattu au-dessus de Schweinfurt. Lors d'une attaque diurne sur les usines de roulement à billes, l'avion avait explosé à 6000 mètres d'altitude. Il avait sauté en parachute, perdant connaissance pendant la descente. Mais des éclats d'obus avaient déchiqueté sa cuisse gauche. La blessure était profonde, près de 10 cm de long. On pouvait voir l'os. Le sang imbibait son pantalon de vol. Lorsque des soldats allemands l'avaient trouvé dans un champ près de Würzburg, il avait pensé que sa vie était finie. Il se souvint plus tard. Je pensais à Élise, à mes parents, à tout ce que je n'aurais jamais. Les soldats allemands lui avaient appliqué un bandage de fortune, arrêté le saignement avec un pansement compressif et un garrot, et l'avaient immédiatement transporté à l'hôpital de campagne le plus proche. Le trajet avait duré 40 minutes. Chaque secousse était une torture, mais les soldats lui parlaient pour le rassurer, même s'il ne comprenait pas l'allemand. Là, il rencontra le docteur Lambert. Le chirurgien avait 47 ans. Il avait étudié à Munich, auprès des meilleurs chirurgiens allemands de sa génération. Il opérait sans interruption depuis 1939. Des soldats allemands, des prisonniers français, des civils polonais, des prisonniers de guerre russes. Pour le docteur Lambert, il n'y avait pas d'ennemis sur la table d'opération. Il n'y avait que des patients qui voulaient vivre. Il n'y avait que des êtres humains qui ressentaient la douleur. Il n'y avait que des familles qui attendaient leur retour. Le docteur Lambert examina la blessure d'Antoine avec des gestes calmes. Méthodique, il expliqua dans un anglais hésitant ce qu'il allait faire. La plaie devait être nettoyée, les tissus morts devaient être enlevés, l'os devait être stabilisé. L'opération durerait 2 heures. Antoine demanda d'une voix tremblante « Pourquoi m'aidez-vous? Je suis votre ennemi. J'ai bombardé des villes allemandes. » Le docteur Lambert le regarda droit dans les yeux et répondit « Vous n'êtes plus un ennemi. Vous êtes blessé. Je suis médecin. C'est tout ce qui compte. Le serment d'Hippocrate ne connaît pas de nationalité. » À cet instant, Antoine se mit à pleurer. Pas de douleur, mais de soulagement, de gratitude, de la prise de conscience bouleversante que l'humanité survivait. Même dans la plus sombre des guerres, la situation pour les prisonniers de guerre blessés aurait pu être différente. La propagande des 2 camps dépeignait des images de cruauté, de négligence. On avait averti les pilotes américains que la capture en Allemagne pouvait signifier une condamnation à mort. Les prisonniers blessés, disait-on, seraient négligés. Les soins médicaux seraient minimes, les analgésiques inexistants. Pourtant, la réalité dans de nombreux hôpitaux militaires allemands racontait une autre histoire. La Convention de Genève de 1929 stipulait que les prisonniers de guerre blessés devaient recevoir les mêmes soins médicaux que les troupes de la puissance qui les détenaient. L'Allemagne avait signé cette convention,
Et malgré la guerre totale, malgré la pénurie de ressources, malgré le bombardement des villes allemandes par les bombardiers alliés, de nombreux médecins militaires allemands respectèrent cette norme. Le lieutenant Antoine Dubois fut opéré le 12 mars 1944 à 18h15. Le docteur Lambert utilisa la morphine, rare, dont il disposait. Il utilisa des instruments chirurgicaux destinés aux soldats allemands. Il utilisa de la poudre de sulfamide pour prévenir les infections, une ressource rare dans l'Allemagne en guerre. L'opération dura 2 heures et 12 minutes. Le docteur Lambert enleva les tissus morts, stabilisa l'os avec une attelle de fortune et sutura soigneusement la plaie. Quand Antoine sortit de l'anesthésie, la première chose qu'il ressentit ne fut pas de la douleur, mais de la confusion. Il était vivant. Sa jambe était toujours là. Un infirmier allemand lui donna de l'eau. Une infirmière allemande vérifia son pouls. Personne ne le traitait comme un ennemi. Il le traitait comme un être humain qui avait besoin d'aide. Mais alors, les autres prisonniers découvrirent quelque chose qui remettait en question toute leur propagande. Au Stalag Luft 3, il y avait un hôpital entièrement équipé, géré par des médecins et des infirmiers militaires allemands. Entre janvier 1943 et mai 1945, un total de 347 opérations furent pratiquées sur des prisonniers de guerre alliés. Appendicectomie, réparation de fractures, ablation d'éclats d'obus, opérations abdominales, même des chirurgies thoraciques complexes. Le taux de survie était de 91%. Ce qui était comparable aux hôpitaux militaires alliés en Angleterre. Des chirurgiens allemands opérèrent des prisonniers ennemis avec le même soin qu'ils accordaient aux soldats allemands, et cela dans un pays constamment bombardé, dont les lignes d'approvisionnement s'effondraient, dont la population civile souffrait de la faim. Le lieutenant Antoine Dubois écrivit une lettre à sa famille le 18 mars 1944. La lettre fut envoyée par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. Ses parents la reçurent en mai 1944. Dans la lettre, Antoine écrivit « Chère maman et papa, je suis vivant. J'ai été abattu. J'ai été grièvement blessé. J'ai cru que j'allais mourir. Mais un médecin allemand, le docteur Lambert, m'a opéré. Il m'a traité comme s'il s'agissait de son propre fils. Il a utilisé de la morphine, rare. Pour moi, il a utilisé des fournitures médicales pour moi. Il m'a parlé. Il m'a dit que j'allais vivre. Et il avait raison. Ma jambe guérit. Je pourrais remarcher. Tout ce que je pensais des Allemands, des ennemis, de la guerre, a été remis en question à cet instant. J'ai vu un homme qui plaçait son serment au-dessus de sa nationalité. J'ai vu l'humanité dans la période la plus sombre. L'histoire d'Antoine n'était pas unique. Le capitaine Thomas Miller, pilote de P-51 du Texas, a été abattu en août 1944. Son avion s'est écrasé près de Francfort. Il a subi plusieurs fractures de côte, une perforation pulmonaire et des hémorragies internes. Des soldats allemands l'ont trouvé inconscient. Ils l'ont transporté dans un hôpital de campagne. Là, opérait le docteur Hans Müller, un chirurgien thoracique venu de Berlin. L'opération dura 4 heures. Le docteur Müller répara le poumon perforé, enleva les caillots de sang et stabilisa les côtes. Miller survécut. 3 semaines plus tard, à son réveil, il demanda au docteur Müller pourquoi il avait consacré autant de temps et de ressources à un pilote ennemi. Le docteur Müller répondit « Parce que vous êtes un être humain, parce que je suis médecin, parce que c'est la chose à faire. » Miller écrira plus tard dans ses mémoires, publiés en 1987. À ce moment-là, j'ai appris plus sur l'humanité que pendant toute ma vie auparavant. C'est à cette époque que le lieutenant James Cooper écrivit dans son journal. Tout ce que je pensais des Allemands était faux. Cooper était un navigateur de bombardier B-24. Son avion fut abattu au-dessus de Hambourg. Il subit de graves brûlures au visage et aux mains.
Les infirmiers allemands le soignèrent immédiatement avec de la crème de sulfadiazine argentique, une ressource rare pour le traitement des brûlures. Il fut transporté dans un hôpital spécialisé à Lübeck. Là, des médecins allemands le soignèrent pendant plus de 6 mois. Plusieurs greffes de peau, des soins intensifs, un traitement contre la douleur. Cooper écrivit dans son journal le 23 septembre 1944. « Les médecins allemands me traitent mieux que je ne l'aurais attendu des miens. Ils utilisent leurs rares ressources pour moi. Ils me parlent, ils m'expliquent chaque étape. Le docteur Schmidt, mon chirurgien, m'a dit aujourd'hui « Je veux que vous rentriez chez vous et que vous disiez à votre famille que tous les Allemands ne sont pas des monstres. Certains d'entre nous croient en l'humanité. » Je pleure en écrivant ces lignes. Pas de douleur, mais parce que je comprends ce qu'il veut dire. Le rapport secret révélerait plus tard la véritable profondeur de leur surprise après la guerre. Le corps médical de l'armée américaine mena une étude exhaustive sur le traitement médical des prisonniers de guerre américains dans les camps allemands. Le rapport, déclassifié en 1988, arriva à des conclusions étonnantes. Dans les camps administrés par la Wehrmacht et respectant les conventions de Genève, les prisonniers de guerre américains reçurent des soins médicaux jugés adéquats ou supérieurs dans 84% des cas. Les médecins militaires allemands pratiquèrent des opérations complexes, même en cas de pénurie de fournitures. Ils partagèrent des médicaments rares. Ils utilisèrent des techniques de pointe. Ils traitèrent les prisonniers ennemis avec un soin professionnel. Une section du rapport cite le lieutenant-colonel Richard Barnes, un médecin militaire américain qui inspecta les hôpitaux allemands en 1945. Nous avons trouvé des rapports d'opération qui documentaient en détail comment les chirurgiens allemands opéraient les prisonniers de guerre américains. Les techniques chirurgicales étaient avancées. La documentation était méticuleuse. Dans un cas, nous avons trouvé le rapport d'une thoracotomie d'urgence pratiquée par le docteur Werner Koch sur un pilote américain. L'opération dura 5 heures. Le docteur Koch utilisa ses dernières réserves de pénicilline pour ce patient. Le pilote survécut. Lorsque nous avons interrogé le docteur Koch après la guerre, il a dit quelque chose qui ne m'a jamais quitté. « Je suis médecin. Le serment d'Hippocrate me lie, pas ma nationalité. Si je laisse un patient mourir parce qu'il est mon ennemi, alors j'ai cessé d'être médecin. Alors, je ne suis plus qu'un meurtrier en blouse blanche. » La Convention de Genève spécifiait des normes claires pour le traitement médical des prisonniers de guerre. L'article 14 stipulait que les camps de prisonniers devaient disposer d'une infirmerie adéquate. L'article 15 exigeait que les prisonniers gravement blessés ou malades soient transférés dans des hôpitaux. L'article 16 garantissait que les prisonniers recevaient les mêmes soins médicaux que les troupes de la puissance qui les détenaient. De nombreux médecins militaires allemands prirent ces obligations au sérieux. Pas pour des raisons politiques, pas par propagande, mais parce que leur serment médical les y obligeait. Le docteur Émile Lambert, qui opéra le lieutenant Antoine Dubois, avait étudié à l'université de Munich. Son professeur, le docteur Ferdinand Sauerbruch, l'un des chirurgiens les plus célèbres d'Allemagne, avait enseigné à ses étudiants « Un médecin sert l'humanité, pas une nation. Si vous oubliez cette leçon, vous n'êtes plus des médecins. » Le docteur Lambert se souvint de ces mots lorsqu'il opéra Dubois. Il s'en souvint lorsqu'il opéra des prisonniers français, lorsqu'il opéra des civils polonais, lorsqu'il fut interrogé par les Alliés après la guerre. Dans le procès-verbal d'interrogatoire du 12 juillet 1945, le docteur Lambert déclara « J'ai pratiqué 312 opérations pendant la guerre, dont 127 sur des prisonniers de guerre. Je n'ai jamais fait de différence. Soldats allemands, pilotes américains, fantassins français. Pour moi, ils étaient tous des patients. Et tous des êtres humains, tous avec le droit de vivre. J'ai utilisé les mêmes techniques,
les mêmes médicaments, les mêmes soins, parce que sinon, je n'aurais plus pu me regarder dans le miroir, parce que j'aurais cessé d'être un médecin. L'onde de choc de l'humanité se propagea dans les camps de prisonniers. Lorsqu'un prisonnier de guerre américain était opéré avec succès, la nouvelle se répandait. Les autres prisonniers l'apprenaient. Leur peur de la négligence médicale allemande diminuait. Les lettres envoyées au pays rapportaient un traitement étonnamment bon. Les familles en Amérique entendaient ces histoires. Après la guerre, cela conduisit à la réconciliation. Le lieutenant Antoine Dubois retourna en Allemagne en 1952. Il chercha le docteur Émile Lambert. Il le trouva dans une petite clinique en Bavière. Les deux hommes s'embrassèrent. Dubois dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Le docteur Lambert répondit « Je n'ai fait que ce qui était juste ». Les deux hommes restèrent en contact jusqu'à la mort de Lambert en 1978. Dubois prit la parole lors des funérailles de Lambert. Il dit « Cet homme m'a appris que l'humanité est plus forte que la haine, qu'un serment est plus important que la propagande, qu'un médecin a le pouvoir de transformer des ennemis en amis. » Le cas documenté du capitaine Edward Sullivan montre la complexité de ces histoires. Sullivan était un pilote de B-17. Son avion fut abattu en janvier 1945. Il subit de graves blessures à la jambe. Les médecins allemands de l'hôpital de Nuremberg durent décider opération ou amputation. L'opération était risquée. Les ressources étaient rares. L'Allemagne s'effondrait. Pourtant, le docteur Ludwig Bauer opta pour l'opération. Il opéra pendant 6 heures. Il sauva la jambe de Sullivan. Après la guerre, on demanda à Sullivan pourquoi un médecin allemand ferait autant d'efforts pour un pilote ennemi. Sullivan répondit « J'ai posé la même question au docteur Bauer. Il m'a dit « J'ai perdu mon fils dans cette guerre. Il était aussi pilote. S'il avait été blessé et capturé par l'ennemi, j'aurais espéré qu'un médecin américain prenne soin de lui. Alors, je prends soin de vous. C'est tout ce que je peux faire. » En disant cela, nous avons tous les deux fondu en larmes. Les statistiques racontent une histoire que la propagande ne voulait pas raconter. Entre 1942 et 1945, on estime à 95 000 le nombre de soldats américains détenus dans des camps allemands. Parmi eux, environ 12 000 étaient gravement blessés et nécessitaient une intervention chirurgicale. Les hôpitaux militaires allemands ont effectué et documenté 8347 opérations majeures sur des prisonniers de guerre américains. Le taux de survie global était de 89%. Par comparaison, le taux de survie pour des opérations similaires dans les hôpitaux de campagne américains était de 91%. Cette différence de 2% est remarquablement faible. Quand on considère que l'Allemagne subissait des bombardements constants, que les lignes d'approvisionnement étaient rompues, que les fournitures médicales étaient rares, un document déclassifié du Comité international de la Croix-Rouge, daté du 8 avril 1944, rend compte d'une inspection de l'infirmerie du Stalag Luft 3. L'inspecteur, Henri Dunant, de Suisse, a écrit « L'infirmerie dispose de 120 lits, dont 47 sont réservés aux patients en chirurgie. Les installations chirurgicales sont bien équipées. Les salles d'opération sont propres. Les médecins allemands ont fait preuve d'une compétence professionnelle. Les prisonniers américains ont fait état d'un bon traitement. » Un patient, le lieutenant Michael O'Brien, nous a dit « Le chirurgien allemand m'a sauvé la vie. Il m'a opéré pendant 5 heures. Il a utilisé de la morphine. Il m'a tout expliqué. Je n'ai rien à redire. » Un autre patient, le sergent William Davis, a déclaré « Je m'attendais au pire. J'ai eu le contraire. Le traitement ici est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Les médecins allemands sont professionnels et courtois. »
Les témoignages d'après-guerre des médecins allemands offrent une perspective supplémentaire. Le docteur Klaus Schmidt, qui a servi dans l'infirmerie du Stalag 17B en Autriche, a déclaré lors d'une interview en 1947 « Nous avions le choix. Nous pouvions suivre les ordres et négliger les prisonniers, ou nous pouvions suivre notre serment et les traiter comme des êtres humains. La plupart d'entre nous ont choisi le serment, pas parce que nous étions des héros, mais parce que nous étions des médecins, parce que nous avons compris que si nous cessions de traiter les gens comme des êtres humains, nous perdrions nous-mêmes notre humanité. » Le docteur Schmidt a opéré 183 prisonniers de guerre alliés pendant la guerre. 89% ont survécu. Après la guerre, il a correspondu avec 47 de ses anciens patients. Beaucoup lui ont rendu visite en Autriche. Certains l'ont invité aux États-Unis. Le docteur Schmidt a déclaré lors d'un discours en 1965 « Ces hommes étaient autrefois mes ennemis. Aujourd'hui, ils sont mes amis. C'est la force de la médecine. C'est la force de l'humanité. » Le lieutenant Antoine Dubois est retourné en Amérique en mai 1945. Sa jambe était complètement guérie. Il boitait légèrement, mais il pouvait marcher. Il pouvait courir. Il pouvait danser. Lors d'un débriefing médical à Washington, on lui a demandé comment il évaluait sa captivité. Antoine a répondu « J'ai été abattu, j'ai été gravement blessé, je pensais que ma vie était finie, mais un médecin allemand m'a sauvé. Il a utilisé des ressources rares pour moi. Il m'a traité comme un être humain. Il m'a montré que le serment d'Hippocrate est plus fort que la haine. Je suis ici aujourd'hui parce qu'un homme a décidé que son serment était plus important que sa nationalité. C'est tout ce que je peux dire. » La complexité de cette histoire réside dans son contexte. Cela s'est passé pendant une guerre totale. L'Allemagne bombardait les villes britanniques. Les Alliés bombardaient les villes allemandes. Des millions de personnes sont mortes. La haine était la norme. La propagande déshumanisait l'ennemi. Pourtant, au milieu de ce chaos, certains ont choisi l'humanité. Des médecins allemands qui opéraient des prisonniers ennemis. Des infirmières allemandes qui soignaient des ennemis blessés, des secouristes allemands qui risquaient leur vie pour sauver des soldats alliés blessés. Ces personnes n'étaient pas des héros, c'étaient simplement des humains qui croyaient en quelque chose de plus grand que la guerre. Ils croyaient en la valeur de la vie humaine, ils croyaient que leur serment les obligeait à aider tout le monde, quel que soit l'uniforme. Le docteur Émile Lambert est décédé à Munich en 1978. 23 de ses anciens patients étaient présents à ses funérailles. Des Américains, des Britanniques, des Français, des hommes qui étaient autrefois ses ennemis, des hommes dont il avait sauvé la vie. Le lieutenant Antoine Dubois a prononcé l'éloge funèbre. Il a dit « Le docteur Lambert m'a enseigné la leçon la plus importante de ma vie, que l'humanité ne s'arrête pas quand la guerre commence, qu'un serment est un choix qui doit être fait chaque jour, qu'un médecin a le pouvoir de transformer des ennemis en amis. Le docteur Lambert ne m'a pas vu comme un ennemi. Il m'a vu comme un patient, comme un être humain, comme quelqu'un qui voulait vivre, et il m'a rendu cette vie. J'ai 57 ans aujourd'hui. J'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Aucun d'entre eux n'existerait si le docteur Lambert n'avait pas décidé, ce jour de mars 1944, que ma vie valait la peine d'être sauvée. C'est son héritage. C'est la force de l'humanité. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des moments qui montrent que l'humanité peut survivre, même dans la guerre la plus sombre. De vraies personnes, de vraies décisions. Une vraie réconciliation. Mon propre grand-père était infirmier pendant la guerre. Il m'a parlé de médecins allemands opérant sous le feu, de chirurgiens utilisant leurs dernières fournitures pour des prisonniers ennemis, de personnes plaçant leur serment au-dessus de tout le reste. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors le Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas,
soutient directement l'accès à davantage de témoignages de première main, à davantage de documents d'archives, avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, à trouver des récits authentiques, à parler aux familles de vétérans, au lieu de créer du clickbait. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Il s'agit de montrer que, même dans l'obscurité, les gens peuvent choisir la lumière. Les documents déclassifiés des archives soviétiques offrent une perspective supplémentaire. Après la guerre, des officiers du renseignement soviétique ont interrogé des médecins allemands qui avaient travaillé dans des camps de prisonniers de guerre. Les transcriptions, déclassifiées dans les années 1990, montrent la confusion des interrogateurs. Un officier soviétique a demandé au docteur Werner Koch « Pourquoi avez-vous opéré des pilotes américains qui bombardaient des villes allemandes ? Pourquoi avez-vous utilisé vos maigres ressources pour des ennemis ?» Le docteur Koch a répondu « Parce qu'ils étaient des êtres humains. Parce que je suis médecin. Parce que le serment d'Hippocrate ne souffre aucune exception. » Un officier soviétique a écrit dans son rapport « La mentalité allemande est difficile à comprendre. Ils suivent les règles. Même si ces règles vont à l'encontre de leurs intérêts, ils traitent leurs ennemis comme des êtres humains. C'est stratégiquement stupide, mais moralement cohérent. Cette cohérence morale a laissé une empreinte indélébile qui a perduré des décennies, dans les années 1970 et 1980. Des groupes d'anciens combattants ont organisé des rencontres entre d'anciens prisonniers de guerre et des médecins allemands. Lors d'une réunion à Munich en 1982, 127 anciens prisonniers de guerre américains ont rencontré 34 médecins allemands qui les avaient soignés. Les hommes, désormais sexagénaires et septuagénaires, se sont embrassés. Ils ont pleuré. Ils ont partagé des souvenirs. Le capitaine Thomas Miller, pilote de P-51 du Texas, aujourd'hui homme d'affaires à la retraite, a rencontré le docteur Hans Müller, le chirurgien qui avait réparé son poumon perforé. Miller a déclaré « Vous m'avez rendu la vie ». Le docteur Müller a répondu « J'ai juste fait ce que tout médecin devrait faire ». Miller a secoué la tête. Il a dit « Non, vous avez fait plus. Vous m'avez montré que l'humanité est plus forte que la guerre. C'est quelque chose que j'ai raconté à mes enfants et petits-enfants. C'est quelque chose qui ne devrait jamais être oublié. » L'éthique médicale moderne cite ces histoires comme exemple du principe de non-discrimination dans le traitement. L'Organisation mondiale de la santé mentionne dans ses directives pour la médecine de guerre le traitement des prisonniers de guerre alliés par des médecins allemands comme un exemple historique de la façon dont l'éthique médicale peut être maintenue même dans des conditions extrêmes. Une directive de l'OMS de 2003 stipule « Pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins militaires allemands ont opéré des prisonniers de guerre ennemis conformément aux conventions de Genève. Malgré la pénurie de ressources et la pression politique, de nombreux médecins ont respecté leur serment d'Hippocrate. Ces cas démontrent que l'éthique médicale professionnelle peut et doit être pratiquée même en temps de conflit. Les familles des médecins ont leurs propres histoires. Anna Weber, la fille du docteur Émile Lambert, a été interviewée par un journaliste en 1981. Elle a raconté « Mon père ne parlait pas beaucoup de la guerre, mais il parlait de ses patients. Il se souvenait de leurs noms, de leurs histoires, de leur famille. Il conservait les lettres qu'il recevait d'anciens patients après la guerre. Plus de 200 lettres d'Amérique, d'Angleterre, de France, des hommes qu'il remerciait d'avoir sauvé leur vie, des hommes qui lui envoyaient des photos de leurs enfants et petits-enfants, des hommes qui écrivaient « Ma famille existe parce que vous avez décidé que ma vie valait la peine d'être sauvée ». Mon père conservait chacune de ces lettres. Il les lisait parfois, surtout dans les moments difficiles. Il m'a dit un jour « C'est la preuve que l'humanité est plus forte que la haine. C'est la preuve que ce que nous faisons est important. » Les journaux personnels divulgués des médecins allemands offrent des aperçus intimes.
Le docteur Hans Müller a tenu un journal pendant toute la durée de la guerre. Après sa mort en 1989, sa famille l'a remis à un dépôt d'archives. Les entrées révèlent les luttes morales de ces hommes. Le 23 août 1944, le docteur Müller a écrit « Aujourd'hui, j'ai opéré un pilote américain. Il avait un poumon perforé. L'opération était complexe. J'ai utilisé nos dernières réserves de pénicilline. Un collègue m'a demandé plus tard « Pourquoi gaspiller de la pénicilline pour un ennemi ?» J'ai répondu « Ce n'est pas un ennemi, c'est un patient. » Mais la question me tourmente. Des soldats allemands meurent parce que nous manquons de pénicilline. Je l'utilise pour un homme qui a bombardé des villes allemandes. Est-ce juste? Est-ce faux? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si je fais une différence entre un soldat allemand et un pilote américain sur une table d'opération, alors j'ai cessé d'être un médecin. Alors je ne suis plus qu'un outil de guerre. Et je ne peux pas être ça. Je ne le serai pas. Cette position morale a eu des conséquences. Certains médecins allemands sont entrés en conflit avec des supérieurs militaires qui affirmaient que les ressources devaient être réservées aux soldats allemands. Des cas documentés montrent des médecins qui ont refusé de faire de la discrimination entre les patients. Le docteur Klaus Schmidt est entré en conflit avec son commandant de camp en 1944. Le commandant voulait que les fournitures médicales soient utilisées exclusivement pour les troupes allemandes. Le docteur Schmidt a refusé. Il a cité la Convention de Genève, il a cité son serment médical, il a menacé de démissionner. Le commandant a cédé. Le docteur Schmidt a été autorisé à continuer à traiter tous les patients de manière égale. Après la guerre, le docteur Schmidt a déclaré « J'ai eu de la chance. Mon commandant était un homme décent. Il a compris que la Convention de Genève n'était pas seulement de la propagande. C'était une norme à laquelle les nations civilisées adhéraient. Tous les médecins n'ont pas eu cette chance. Certains ont dû prendre des décisions difficiles, mais beaucoup d'entre nous ont fait de leur mieux pour traiter chaque patient comme un être humain. Le lien avec le monde d'aujourd'hui est direct. L'éthique médicale militaire moderne est basée sur les principes que ces médecins allemands ont pratiqués. Non-discrimination dans le traitement, priorisation en fonction des besoins médicaux, pas de la nationalité, respect de la dignité de chaque patient. La Convention de Genève de 1949, élargie et mise à jour après la Seconde Guerre mondiale, a codifié ces principes. L'article 12 de la première Convention de Genève stipule « Les blessés et les malades doivent être respectés et protégés. Ils doivent être traités en toutes circonstances, avec humanité. Aucune distinction défavorable ne doit être faite en raison de la nationalité. » Ces mots ont été directement influencés par les expériences de la Seconde Guerre mondiale, par les médecins allemands qui ont montré que ces principes pouvaient être pratiqués même dans des conditions extrêmes. Le lieutenant Antoine Dubois a vécu jusqu'en 2003. Il a vécu jusqu'à 82 ans. Dans ces dernières années, il parlait fréquemment dans les écoles et les universités de ses expériences. Son message était toujours le même. La guerre déshumanise. La propagande nous fait voir nos ennemis comme des monstres. Mais dans mon heure la plus sombre, j'ai rencontré un homme qui a refusé de me voir comme un ennemi. Le docteur Émile Lambert a vu un être humain qui avait besoin d'aide. Et il a aidé. Il a sauvé ma vie. Même si j'étais son ennemi, même si je bombardais des villes allemandes, même si ma survie n'offrait aucun avantage stratégique à l'Allemagne. Il m'a sauvé parce qu'il était médecin, parce qu'il croyait en quelque chose de plus grand que la guerre. Et c'est la leçon que nous ne devons jamais oublier. L'humanité est un choix que nous devons faire chaque jour, surtout quand c'est le plus difficile. Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Mes chers amis, mes chers abonnés, vous avez partagé avec moi des histoires familiales incroyables, vraiment incroyables, des récits poignants de vos aïeux, vos grands-pères, vos grands-mères, qui ont vécu des expériences
inimaginables. Certains ont été internés dans des camps, d'autres ont bénéficié de traitements médicaux inespérés. Et puis, ces lettres émouvantes retrouvées dans les greniers, chargées d'histoire, de souvenirs, de douleurs. Aujourd'hui, je vous invite à partager l'histoire de vos proches, de ceux qui ont été prisonniers de guerre. Ces récits sont précieux. Ils sont une part de notre histoire collective. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Chaque témoignage est une pierre que nous ajoutons à l'édifice de la mémoire. Un fragment d'histoire que nous sauvons ensemble. Faisons en sorte, tous ensemble, que ces histoires complexes, ces histoires d'humanité, ces histoires de courage et de résilience nous survivent, qu'elles résonnent à jamais dans le cœur des générations futures, afin que l'on n'oublie jamais, afin que l'on comprenne, afin que l'on apprenne de nos erreurs passées pour construire un avenir meilleur, un avenir de paix et de fraternité. Alors, partagez sans hésiter.